dans tous les pays d'Amérique, sur tout le continent américain, la situation des afrodescendants, comme la situation des survivants indigènes, sont les plus vulnérables. Si, que ce soit dans les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, la situation des afrodescendants et de quelques survivants indigènes reste particulièrement vulnérable. Aux États-Unis, par exemple, une puissance hégémonique jusqu'à maintenant, la situation des afrodescendants n'a jamais dépassé les conditions d'infériorité dans lesquelles ils ont été placés. C'est-à-dire, après l'abolition de l'esclavage qui a eu lieu presque vers la fin du 19e siècle, à partir de l'abolition donc de l'esclavage, le lynchage des Noirs là-bas aux États-Unis était devenu une espèce de divertissement. Ce n'était pas que des gens fâchés, en colère, des gens de mauvaises habitudes se jetaient sur des Noirs, ils les lynchaient de manière enragée. Non, c'était pas ça. C'était quelque chose de... On programmait parfois le lynchage d'un ou des Noirs sur la place publique, et les gens se déplaçaient pour aller voir comment on lynchait des Noirs, ou même pour participer au lynchage des Noirs. Et cette pratique de lyncher des Noirs sur la place publique aux États-Unis est allée jusqu'aux années de 1960. Hein. Et c'est après les années de 1960 que le lynchage des Noirs dans les rues est devenu quelque chose punible, si je peux dire. Mais à ce moment-là, on est passé du lynchage des Noirs dans les rues, dans la place publique aux États-Unis, au lynchage judiciaire des Noirs. C'est ça qui explique qu'aux États-Unis, alors que les Noirs, les afrodescendants, sont une petite minorité, numériquement parlant, à peu près 12% de la population, ils sont majoritaires, ils sont particulièrement surreprésentés dans les prisons et notamment dans les couloirs de la mort, où très souvent des Noirs sont maintenus pendant 20 ou 30 ans, condamnés à mort pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Un des cas particulièrement représentatif de cette vulnérabilité qui frappe les afrodescendants aux États-Unis, c'est l'affaire Mumia Abu Jamal, par exemple, que depuis bientôt 40 ans, notamment depuis 1981, il est en prison et il a été condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis, et malgré toutes les preuves qui innocentaient cet homme, il a été condamné à mort parce qu'il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais ce n'est pas seulement qu'il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, c'est surtout et avant tout le fait qu'il était particulièrement connu pour avoir dénoncé à plusieurs reprises
en tant que journaliste. En tant que journaliste, il avait dénoncé à plusieurs reprises les violences policières, les meurtres commis par des policiers sur des afrodescendants, juste parce que c'était des afrodescendants. Et de ce fait, il a été la bête à abattre, ce qui a été possible lorsque en 1981, il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, lorsque un policier a été tué du fait qu'il était en train de faire des recherches, des investigations sur un réseau de proxénétisme auquel, paraît-il, duquel formaient partie quelques policiers, collègues de ces policiers qui a été tué. Donc, bref, un policier blanc a été tué et Mumia Abu Jamal, sans aucune preuve, a été accusé du meurtre de ces policiers et condamné à mort. Ça fait bientôt, je répète, 40 ans que cet homme est dans la prison. Il a été condamné à mort. Son exécution a été suspendue à plusieurs reprises et il est toujours prisonnier pour un délit qu'il n'a pas commis. Et voilà, donc ce que je pouvais vous dire concernant ce que représente pour moi le 12 octobre 1492.